Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Hey, il est midi, 3 minutes. On est lundi, le 5 février. On vous souhaite la bienvenue dans votre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM, Côte-Nord Attitude. Bon midi, Jean. Bon midi, Valérie. Ça va? Oui, ça va. Ouais, un petit peu dernière c'est seconde, ça que j'allais dire à la course un peu ce midi. À cause de l'accident tout récent, ben là, voilà. 11h24, la Sûreté du Québec, finalement, nous dit là, à l'instant qu'il y a plus de peur que de mal. Pas de blessés graves. La route 138 est tout réouverte là, en alternance, je pense, où ça devrait se faire dans les prochains instants. Ben, ça, c'est, juste en face de la GRC dans le secteur Ferland, l'accident. Ben, c'est une bonne nouvelle, finalement, là, si effectivement il y a plus de peur que de mal Faut dans être prudent cet sur les routes, accident-là. hein, la visibilité est réduite actuellement, Ben, c'est fait pas beau. C'est glissant aussi. Sûrement. On a de la misère, je pense, à prendre le dessus un peu là sur les routes parce que la température est comme pas évidente. Là, soit il neige, soit il fait extrêmement froid. Donc ça doit pas être facile là, sur les routes. Donc soyez bien prudents là si vous êtes en route là vers le restaurant ou vers la maison ce midi. Prenez-vous d'avance pour freiner. Je pense que c'est doux, c'est une belle c'est grosse ça. neige, mais faut être prudent. Même en marchant à pied, on peut glisser. Ben tout à fait. Donc Jean, ce midi à Côte-Nord Attitude, on va tout d'abord faire un retour sur le souper de l'APRM qui avait lieu en fin de semaine, un événement qui est toujours couru. Hein. Oui, une entrevue avec le président de l'Association de protection de la rivière Moisy. Il était très heureux de sa soirée de samedi avec de belles vedettes encore cette année. Hein. Patrick Yvon, on lui a passé le flambeau pour la première fois. Il animait ce fameux souper annuel de l'APRM. C'était un événement majeur parce que 40 ans, ça se fête. C'est quand même le 40e anniversaire de l'Association de protection de la rivière Moisy qui a donc vu le jour en 1978. On a parlé de son histoire, mais on a parlé aussi des enjeux importants qui retiennent l'attention là, des amateurs de pêche au saumon sur la rivière Moisy pour l'avenir. On le sait, il y a cette négociation avec les Inuits. Il y a tout ce projet de réserve aquatique également. Entrevue avec le président de la PRM à 12h15 sur nos ondes. Tout de suite après, on va parler de deux événements qui s'en viennent. Un culturel, un sportif. Ouais. Tu vas recevoir l'animatrice du Cégep pour nous parler de la soirée de mercredi. Tout à fait, Sarah-Michel Thériault, qui est technicienne en loisirs au Cégep de Sept-Îles, qui va venir nous parler de Cégep en spectacle. Tu sais, Jean, il y a quelques semaines, on a parlé de secondaire en spectacle. Mais Cégep en spectacle, c'est pas mal la même chose, je te dirais, un événement qui est très formateur pour les jeunes. Souvent, au Cégep, là, on se découvre des passions, on aime ça, composer de la musique ou, en tout cas, il y en a qui se dévoilent un côté très, très, très artistique. Et c'est le moment, justement, de l'exploiter durant Cégep en spectacle. 6 numéros qui seront présentés mercredi soir et il y a des fichus beaux prix à gagner, entre autres une bourse de 500 $ d'attraction radio pour le numéro qui sera le gagnant, qui va aller représenter le Cégep de Sept-Îles à Alma le 24 mars prochain. Sinon, pour le coup de cœur du jury, un 200 $ en chèque cadeau, c'est quand même pas rien non plus. Des très, très beaux prix. Puis, il y a tout ce qui entoure aussi Cégep en spectacle. On va en jaser. Donc, avec Sarah-Michel Thériault. Ils doivent être fébriles, ces jeunes-là, là, qui se préparent pour leur soirée de mercredi à monter sur scène, parfois pour la première fois. Hein, c'est ça, ces concours cégep et secondaire en spectacle. Ensuite, on va parler de hockey. Il y a un tournoi qui s'en vient en fin de semaine prochaine. Pendant plus de 30 ans, c'est Roger Lévesque qui l'organisait, le tournoi de février. Là, c'est un tournoi de hockey pour adultes. On l'appelait Carl Dachhaus. C'est un ancien joueur de hockey qui a joué pour le Canadien, qui vient de Sept-Îles. Mais là, le tournoi, il est maintenant au profit d'Omnisport. Pour la première fois, ça va être pour Omnisport. Pierre Gilbert va venir nous en parler du tournoi d'en fin de semaine, le tournoi Omnisport dans les arénas de Sept-Îles. La directrice de l'organisme sera avec nous également, Marie Tremblay. On le sait, Omnisport, c'est une organisation qui regroupe une trentaine là d'organismes culturels et sportifs qui regroupent des jeunes, qui donnent des services à des jeunes, l'association de hockey mineur, de soccer, l'école de musique, tout ça. Et c'est les profits des cantines, des arénas et de tous les lieux de la ville de Sept-Îles, les lieux publics qui sont gérés par Omnisport. Alors, on en parle à 12h40. En fin d'émission Côte-Nord Attitude, on a notre chronique La Nouvelle d'intérêt avec Steve Chappado de la Caisse Desjardins des Mines et Métaux. On va parler de Mines Arnaud qui n'abandonne pas le démarchage et également d'une hausse anticipée du prix du fer sur les marchés mondiaux
mondiaux. À suivre donc à notre chronique économique en fin d'émission. Et comme à notre habitude, on va commencer cette émission par un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM. Ben oui, plus de peur que de mal, nous dit-on à la Sûreté du Québec, là, suite à l'accident qui est survenu sur la route 138 face à l'édifice de la GRC dans le secteur Ferland à Sept-Îles. C'est survenu vers 11h30 ce matin. La Sûreté du Québec rapporte un face-à-face donc entre deux véhicules. Toutefois, là, on nous dit qu'il n'y a pas de blessés graves. La route est fermée ou ça veille de réouvrir, là, au moins en alternance. Les ambulanciers et les pompiers sont sur place. Donc voilà, la route est enneigée entre Sept-Îles et Port-Cartier et la visibilité réduite, la prudence est de mise. ArcelorMittal affiche un bénéfice de 4,6 milliards de dollars dans ses résultats financiers de 2017. ArcelorMittal est passé à travers le ralentissement mondial dans l'industrie du fer et des métaux. La multinationale qui embauche 2500 travailleurs sur la Côte-Nord continue de rembourser ses dettes. Au plus fort de la crise en 2015, Arcelor annonçait des pertes de près de 8 milliards en un an. À l'époque, l'entreprise avait cumulé une dette importante qui peut maintenant être réduite avec les profits de 2017. Le géant de l'acier veut poursuivre ses efforts de désendettement. Dans un communiqué, le PDG du groupe ArcelorMittal, Laskmi Mittal, annonce qu'elle est aussi disposée à investir dans diverses opportunités. Le chiffre d'affaires d'ArcelorMittal en 2017 a atteint 68,6 milliards de dollars, en hausse de 21% comparé à 2016. On vient un petit peu, Valérie, sur ce bulletin de nouvelles, la panne électrique là à Moisy-Maliotenam, il y a une semaine de ça. Il y a quand même plusieurs citoyens qui nous ont interpellés, croyaient que l'équipe de réparation était venue en renfort de Bécomo là pour réparer le bris. Mais du côté d'Hydro-Québec, on nous dit que c'est pas le cas. Hydro avait les effectifs nécessaires à Sept-Îles lundi dernier, mais c'est un problème de surcharge du réseau qui explique la durée de la panne de plus de 10 heures dans le secteur Moisy-Maliotenam. Le poteau endommagé lors d'une opération de déneigement en milieu d'après-midi était réparé en début de soirée, assure une porte-parole d'Hydro-Québec. Plus de 1700 abonnés se sont retrouvés sans électricité par temps froid. Une partie des foyers ont été rebranchés vers 21h45, mais une surcharge a empêché de rétablir tout le réseau. La porte-parole d'Hydro-Québec, Sandra Giasson, a informé le directeur de la ville de Sept-Îles et le chef de la communauté Innu de la situation pour la mise en place de mesures d'urgence. La ville a ajouté à son plan d'intervention par la suite des mesures pour soutenir les citoyens privés d'électricité pendant plusieurs heures. Les réactions varient à la suite des annonces du gouvernement du Québec au sommet sur le transport aérien régional à Lewis vendredi. Une douzaine de représentants des milieux politiques et économiques de la Côte-Nord y étaient. Les gens d'affaires saluent des engagements qui contribuant à la prospérité des régions. Les élus voient bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Le comité des maires de l'Union des municipalités du Québec pour des vols régionaux abordables, dont fait partie les maires de Sept-Îles, Bécomo et Gaspé, attendront le prochain budget pour bien évaluer la portée des programmes annoncés. Présente au sommet, la députée de Duplessis, Lorraine Richard, constate que le ministre responsable du dossier du transport aérien est encore à l'étape d'étudier la situation. Elle nous a parlé encore d'études et d'analyses. Donc, on ne connaît pas les montants, on ne connaît pas comment tout ça, et qui pourra se qualifier, quels seront les critères pour se qualifier. Donc, moi, je sors pas d'ici, là. J'ai pas plus appris, puis j'ai pas rien de concret plus que ce matin-là. Ça change rien pour moi du tout. Rappelons que le premier ministre Philippe Couillard a annoncé des mesures qui devraient favoriser une réduction du prix des billets d'avion en encourageant la concurrence là où Air Canada conserve un monopole. Il créera aussi un forfait touristique Découvrons le Québec. Valérie, ça va être un sujet important. Notre émission de demain midi, ça, on aura la ministre qui dirigeait le sommet sur les aéroports régionaux vendredi, la ministre Véronique Tremblay, ministre déléguée au transport demain midi. On aura aussi en entrevue la réaction de la députée de notre coin, Lorraine Richard. Et puis le souper annuel a permis de célébrer le 40e anniversaire de l'Association de protection de la rivière Moisy, samedi au Carrefour Labbé. Plus de 300 convives ont apprécié une soirée bien animée avec Philippe Braque, Marc Derry et Patrick Yvon. L'association a vu le jour en 1978 à l'initiative de quelques pêcheurs de la région pour protéger une des plus importantes rivières à saumon atlantique en Amérique du Nord, en
plus d'un petit rappel historique, le président de la PRM a parlé des enjeux pour l'avenir, notamment la négociation avec les Inuits. On en parle en entrevue d'ailleurs dans quelques minutes avec le président Yves Girard. Et il y a la grogne qui monte chez les contribuables de Havre-Saint-Pierre qui subiront cette année une hausse des taxes municipales de plus de 19%. La municipalité de la Mangani n'avait pas augmenté ses taxes depuis 5 ans. La hausse de la taxation est vivement dénoncée sur les réseaux sociaux. 2 nouvelles taxes voient le jour pour l'eau usée et le recyclage, en plus de l'augmentation de la taxe foncière. Une pétition circule sur Internet et l'hôtel de ville de Havre-Saint-Pierre pourrait bien se remplir ce soir lors de la première séance publique du Conseil depuis l'adoption du budget 2018. Le maire Berkmans Boudreau a justifié la hausse importante par une augmentation des dépenses à tous les niveaux. Il avoue que la municipalité aurait dû augmenter graduellement, mais le ralentissement économique et la réduction des semaines de production à la mine de Rio Tinto Fer et Titane ont incité le Conseil à demeurer prudent. Donc, le président de l'Association de protection de la rivière Moisy, Yves Girard, est avec nous dans quelques secondes. Attitude. Jusqu'au 4 mars, tous les formats de café infusé McCafé sont à 1 $. Alors célébrez l'hiver sans retenue. Célébrez dans la poudreuse jusqu'au coude, célébrez sur le bord du feu, célébrez même les joues rougies par votre randonnée en forêt. Célébrez tout ce que l'hiver a de mieux à offrir avec un savoureux café McCafé à seulement 1 $ tout format, même le très grand. C'est notre façon à nous de vous faire profiter de l'hiver. McCafé, le café autrement. Détails en restaurant ou sur mcdonald.ca. Vous êtes autochtone, inuit, métis et vous estimez avoir été victime d'abus de la part d'un policier? Nous pouvons vous aider. Ensemble pour la justice, les services parajudiciaires autochtones du Québec sont là pour vous. Contactez-les au 1-888-844-2094, pav@spaq.qc.ca ou www.spaq.qc.ca. You are Native, Inuit or Métis, and you believe you have been victim of police abuse? We can help. Together for Justice, Native Parajudicial Services of Quebec. 1-888-844-2094, pav@spaq.qc.ca or www.spaq.qc.ca. C'est l'événement Nouvelle Année, Nouveau Volant de GM chez Pascal Automobile. Des offres en location à tout casser sur tous nos GM 2018 avec un crédit de 1 500 $ supplémentaires. Des économies pouvant atteindre 3 750 $. Obtenez aussi un taux de financement débutant à 0% à l'achat de votre GM 2018. En février, on ajoute les camions HD 2018. De la Spark au plus gros des camions, en passant par la Cruze, l'Equinox et tous les autres, vous trouverez chez Pascal Automobile le véhicule qui comblera tous vos besoins au meilleur prix. 109 Monseigneur-Blanche. La salle de spectacle Jean-Marc Dillon est fière de vous présenter en collaboration avec Vacances Inter le mercredi 7 février à 20h un film des grands explorateurs Afrique du Sud au pays arc-en-ciel. Par sa mixité surprenante, l'Afrique du Sud demeure un pays indéfinissable qui se ressent plus qu'il ne s'explique. Agrippé à ses falaises crayeuses, mêlé au sable de ses déserts ondulés, suspendu à la brise émanant de l'océan Indien, la beauté s'y cueille à chaque détour. Préparez-vous à faire des rencontres aussi étonnantes qu'émouvantes à travers les parcs nationaux et les réserves naturelles vouées à leur préservation. Une balade follement exotique vous attend en Afrique du Sud. Des billets sont encore disponibles au 962-0100 ou achetez-les en ligne en tout temps aux salles jmd.com. Votre salle de spectacle est présente pour vous sur Facebook. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Belle soirée encore du côté du Carrefour Labbé, des invités de marque et tout le monde a eu bien du plaisir, je croirais bien. Samedi soir, le souper annuel de l'Association de protection de la rivière Moisy soulignait cette année les 40 ans d'existence de l'organisme. Yves Girard est président du conseil d'administration. Bonjour Yves. Bonjour. Soirée agréable sans doute, hein, avec Philippe Braque, Marc Derry et surtout Patrick Yvon qui était à l'animation. Je suis sûr que tout le monde a eu bien du plaisir samedi. Ça a été une très belle soirée. Je pense qu'effectivement tout le monde a eu bien du plaisir. C'est un nouvel animateur. On l'a un peu garoché dans la fosse au lion, mais il s'en est très bien sorti. Ouais. Puis nos deux artistes invités, comme d'habitude, ont tenu un beau jam en fin de soirée. Là. Les gens qui sont restés ont eu bien du plaisir. C'est quand même la même formule depuis quelques années. On change pas une formule gagnante. C'est ce qu'on se dit du côté de la PRM. Là, ça fait des belles soirées, puis des soirées qui rapportent aussi à la cause. Hein? Oui, ça fait des
des belles soirées. C'est sûr qu'on essaye toujours de se renouveler un peu. Cette année, on a eu la chance d'avoir la participation de la microbrasserie Saint-Pancras qui nous a offert le cocktail en partenariat avec la ville de Sept-Îles. On essaye d'avoir des petits ajouts comme ça, mais effectivement, c'est une soirée où on a toujours beaucoup de succès, donc on change pas trop la formule. Et on a célébré les 40 ans, finalement, en se rappelant un peu l'histoire, c'est un petit peu ça, on a pris le temps de se rappeler les fondements là qui ont permis à l'association de voir le jour, quoi. Oui, effectivement. En fait, l'association a vu le jour un peu à la fin des années 70, suite à différents problèmes de braconnage et aussi de protection de l'environnement de la rivière. D'ailleurs, dans la salle, on avait la chance d'avoir les deux membres fondateurs qui sont toujours en vie avec nous, M. Charles Langlois et M. Jim Lynch, qui étaient présents. Donc, on a souligné leur présence et leur participation à la création de l'association. On a aussi essayé de souligner un peu les gros combats qu'on a eus dans l'histoire de l'association, entre autres là, le combat contre Hydro-Québec dans le dossier du barrage SM3 alors qu'ils voulaient détourner les rivières Carrel et Opécan. C'est aussi une de nos plus grosses réalisations, dans le fond, qui a été de réussir à obtenir un statut de réserve aquatique projeté en 2003. Donc, on a fait un peu le retour là-dessus durant la soirée. Oui. Pour ce qui est de gérer une ZEC puis des fosses à saumon, c'est pas venu au début là, de la PRM, mais ça a quand même changé beaucoup la structure de votre organisation à un moment donné. Là, on gère même un camping aux abords de la rivière Moisy. On fait toutes sortes de choses à la PRM quand même. Oui, effectivement. Ben, au départ, c'est vraiment une vision de prendre en charge la rivière par le milieu. À la fin des années 70, puis au début des années 80, ben, le gouvernement du Québec nous a donné la gestion de la ZEC de la rivière Moisy avec le camping. Ça a commencé comme ça, la gestion de la pêche pour l'association. Éventuellement, par certaines ententes de service avec le camp de pêche de la rivière Moisy, anciennement appelé le Club Adams, on a eu accès à certaines fosses sur leur territoire. Ça a commencé par 7 fosses, puis maintenant on est rendu à 14 fosses qu'on gère, qu'on appelle le secteur Winthrop-Campbell, qui est notre secteur contingenté. On a aussi un secteur promotionnel qui nous a été prêté par le club plus tard. Donc c'est des choses qu'on a développées au courant des années 90 par des ententes avec le ministère. On a commencé à gérer la passe migratoire Ketchapaoun. Donc on s'est ajouté quelques cordes à notre arc, si vous voulez, mais toujours en gardant l'idée que la protection du saumon et le bien-être de l'habitat. Oui, c'est ton père Daniel qui est venu nous présenter le mémoire présenté par l'APRM aux audiences du BAP là, concernant les intentions d'un parc minier d'envergure par ArcelorMittal autour de la mine du Mont-Wright. Il nous a rappelé un événement qui remonte à 76-77 où il y avait eu un déversement, la rivière est venue rouge. Curieusement, c'est tout de suite après que l'APRM a pris naissance. C'est le genre de choses qu'on voulait éviter. À la base, c'était des pêcheurs vraiment pour la protection de la rivière. Hein? Oui, effectivement. Il y a eu cet événement-là. Il y a eu quelques événements des années 70 qui ont mené à la création de l'association Protection de la rivière Moisy. Faut comprendre que le bassin au Mont-Wright est arrivé beaucoup avant la création de l'association. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas vraiment été consulté. Présentement, c'est un agrandissement du bassin. C'est sûr que les eaux coulent vers la rivière Moisy. C'est déjà en place, mais on s'est dit, on profite de l'occasion de l'agrandissement pour essayer d'avoir le plus d'informations possible puis s'assurer que l'agrandissement se fasse de la meilleure façon puis qu'il y ait le moins d'impact possible sur l'habitat du saumon. Les soupers, Yves, c'est pas aussi vieux que l'association. Hein? On fait pas des soupers là en hiver pour financer la protection depuis 40 ans, mais ça fait quand même plusieurs années, quoi. C'est arrivé dans les années 90, les soupers de la PRM. Oui, ça a commencé dans les années 90. Au départ, on était à l'hôtel des Mouettes. Le souper était peut-être un petit peu moins gros. Il y avait moins de place. Puis suite à notre succès, ben éventuellement, on s'est déplacé au Carrefour Labbé où on est capable d'accueillir plus de gens. Puis le souper a pris de plus en plus d'ampleur. Puis les gens de la région ont toujours participé de plus en plus. Ça fait qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir un souper bénéfice qui attire beaucoup de gens. Puis on a une clientèle qui est assez fidèle, là, qui revient d'année après année. Les vedettes les plus connues qu'on a reçues, Patrick Lécuyer plusieurs fois, Gaston
Simon Lepage, Kevin Parent. C'est un peu vos amis fidèles à la PRM. On en a vu plein d'autres également. C'est quand même le fun, hein? C'est des ententes relativement intéressantes aussi avec ces artistes-là de venir faire un petit tour en hiver à cette île pour encourager la cause de la PRM. Effectivement, au début, c'est sûr que la présence de Patrice au départ nous a donné une certaine notoriété. Ça a fait un petit peu de nouveauté. Puis de fil en aiguille, avec d'autres gens qui ont l'intérêt du saumon, parce que ce qui réunit tous ces gens-là, dans le fond, c'est vraiment l'intérêt du saumon atlantique puis de la protection de son habitat. On a eu la chance d'avoir différents animateurs qui se sont succédés puis qui viennent nous donner un coup de main à ramasser de l'argent. Dernièrement, on a eu Louis Champagne. Cette année, c'était Patrick Yvon. Mais ils ont tous la même flamme qui est vraiment la pêche au saumon puis la protection de l'espèce. Puis l'entente, on est vraiment chanceux qui s'impliquent avec nous. L'entente, en même temps, ces gens-là reviennent dans l'été. Là, on en parle moins dans les médias, mais on leur offre un petit forfait de pêche, j'imagine, en échange de leur implication comme ça, là. Oui, effectivement, on les invite à la pêche 2 jours en juin pour leur faire connaître la rivière Moisy, puis qu'il y ait aussi l'intérêt de venir nous donner un coup de main au mois de février. C'est un peu un échange de bons services. Ouais. Yves Girard va avoir à discuter du fameux dossier de la gestion des fosses à saumon. Là, il y avait peut-être moins de monde d'Itoum au souper de la PRM. D'habitude, ils ont toujours une table quand même. Là, je pense pas, c'est pas de la mauvaise volonté, mais il y a quand même, on le sait, une négociation avec le gouvernement du Québec qui pourrait changer pas mal de choses quand même pour l'avenir de la PRM. Pour l'avenir de la PRM, je le sais pas. Nous, c'est sûr que l'objectif premier, c'est la protection du saumon et de son habitat. Je pense que ces enjeux-là ne disparaîtront pas. Après ça, par rapport à la gestion de la ressource puis des revendications d'Itoum, c'est sûr que présentement, il y a des tables qui sont en place. Je peux pas en parler beaucoup présentement, mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de pourparlers cet automne, puis on va encore se parler avant le début de la prochaine saison pour s'assurer que tout le monde trouve son compte là-dedans. Là. On veut pas que les gens s'opposent à la rivière puis qu'il y ait de la chicane. Tout le monde est là pour avoir du plaisir, pour aller à la pêche puis profiter de cette belle ressource. Je pense qu'en s'assoyant ensemble et en discutant, tout le monde est capable de trouver son compte. Oui. Et là, en attendant, il va y avoir l'Assemblée générale annuelle en mars. Là, ça va vraiment là, je pense que l'association va avoir 40 ans. Est-ce qu'on planifie quand même la prochaine saison de pêche comme d'habitude ou si on attend les résultats des discussions là avec la communauté autochtone? C'est sûr que pour ce qui est de la saison de pêche, notre tirage au sort va avoir lieu comme à l'habitude. Nous, dans le fond, nos statuts et règlements stipulent qu'on opère ce territoire-là présentement. Ceci étant dit, il y aura toujours place à la discussion. Il faut comprendre aussi que le secteur le secteur de la zone Winthrop Campbell est sur le territoire du camp de pêche de la rivière Moisy, donc on est délégataire par eux pour la gestion de cet endroit. Puis vous savez, la pêche n'a pas de couleur, hein? Peu importe qui veut venir à la pêche peut s'inscrire à notre tirage et obtenir des fosses pour le mois de juin. On va essayer de faire de la publicité pour que tout le monde puisse s'inscrire puis s'assurer que ceux qui veulent avoir accès à la rivière y aient accès. Oui, en même temps, l'été passé, on s'en souvient, il y a eu des événements autour du camp Adams, il y a eu des discussions et des revendications par les Inuits, mais on les a jamais sentis en guerre, en tout cas pas contre la PRM. Là. On veut discuter de ses droits avec le gouvernement du Québec, mais avec vous autres, ça reste cordial, hein, les ententes avec les Inuits. Oui, nous, en fait, là, on est un peu spectateurs des discussions qui vont avoir lieu entre le Conseil de bande puis le gouvernement du Québec. On a toujours eu des bonnes discussions, des bonnes relations. On travaille ensemble d'ailleurs sur la protection depuis plusieurs années. On n'est pas directement visé par leurs revendications, je crois. Cependant, c'est un ensemble. Il y a plusieurs gestionnaires. Si on veut être capable d'avoir une gestion de la rivière, la gérer de la façon la plus efficace possible, il faut que tout le monde se parle. Puis je pense que c'est là qu'on est rendu. Mais c'est sûr que ces discussions-là vont avoir lieu entre le gouvernement et le conseil de bande. Puis nous, on reste un peu spectateurs, même si on nous demande notre avis. C'est pas nous qui vont faire les négociations. Ça, ouais, mais j'imagine qu'on va vouloir que ça débouche assez rapidement. On est quand même en février. Là, il y a les tirages au sort, mais il y a la pêche va arriver assez vite aussi au printemps. Là, on voudrait que tout se règle le plus tôt possible, j'imagine.
Ah, c'est sûr. Vous savez, c'est quand même des dossiers assez complexes. Il y a ça. Des fois, ça avance pas aussi vite qu'on voudrait. On sait comment ça marche des fois dans certains ministères ou aussi on est dans un contexte politique particulier. Il va y avoir des élections cette année, donc on sait pas comment ça va arriver. Mais une chose est sûre, c'est qu'avant le début de la saison, il faut qu'on aille une entente. Puis c'est pas une entente pour régler le problème pour plusieurs années. Il faudrait au moins qu'on aille une entente pour dire la saison 2018 va avoir certaines modalités, puis on va s'entendre pour que tout le monde respecte les modalités qu'on se sera entendu ensemble. Ben, c'est à suivre. En même temps, il y a aussi ce mémoire que vous avez déposé au BAP pour Arcelor où il y avait certaines inquiétudes. Là-dessus, on reste confiant aussi, là. On pense que la compagnie va bien faire les choses, mais on avait des messages à passer. Ça reste qu'il y a beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de dossiers à surveiller à ton association de protection de la rivière Moisy, Yves. Ah, effectivement. Il y a ce dossier-là. On parle de la gestion de la rivière, mais il y a aussi le dossier de la réserve aquatique qui fait consensus sa rivière Moisy qu'on essaie de pousser. On a eu vent durant les audiences publiques que le statut permanent devrait être octroyé d'ici 2 ou 3 ans. Donc il y a ce dossier-là aussi. On va faire des représentations pour que ça soit fait de la bonne façon. Donc effectivement, là, c'est pas les dossiers qui manquent pour la prochaine année. Ben encore une fois, bravo pour votre belle réussite avec le souper de la PRM. C'est-tu aussi payant que dans le temps? Dis-moi, c'est sûr que ça c'est fluctuant selon l'économie de cette île, hein, les encans puis ce qu'on organise là comme souper bénéfice quand même, hein? Ouais, ben c'est sûr que l'économie joue un peu sur le résultat de notre souper, mais sans avoir de chiffres définitifs, là, on sait qu'on a fait un bon montant, là, un peu mieux que les dernières années. Ça devrait tourner autour de 90-95 000 $ de bénéfices pour une seule soirée, donc c'est fantastique, c'est au-delà de nos attentes. Ben bravo, et puis bonne continuité, là, bonne assemblée générale en mars également. Ben merci beaucoup. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. C'est le solde 1 million d'économies sur des vacances ensoleillées de Sunwing et il y a des millions de dollars à économiser sur les meilleurs hôtels. C'est le moment idéal de réserver vos vacances hivernales tout compris, puis vous envoler avec le numéro 1 dans le sud. Les places sont limitées, alors réservez d'ici le 9 février auprès de votre agent de voyage ou sur La Forester 2018 de Subaru est équipée de la fameuse traction intégrale. Ça veut dire que je rentre dans le banc de neige, puis j'en sors. Je rentre dans le banc de neige, puis j'en sors. Pour plus de détails, visitez québecsubaru.ca. Subaru, confiance et évolution. Passez chez Sept-Îles Subaru du 299 Boulevard L'Or. Il y a tellement de raisons de choisir Cogeco. Il y a l'Internet Ultra Fibre 40 illimité, la télé Mon Mix 20 avec l'enregistreur TiVo et la téléphonie pour seulement 99 $ par mois pendant 12 mois. Mais il y a aussi leur technologie innovante, le choix de nos chaînes télé préférées, leur fameux service à la clientèle locale et on pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Découvrez vos raisons de choisir Cogeco à cogeco.ca/on choisit. Des conditions s'appliquent. Choisissez Cogeco. Passez en mode épatant. Côte-Nord. Attitude. Il y a quelques semaines, Jean, on parlait de secondaire en spectacle, mais il y a le pendant au cégep de cette activité-là également, cégep en spectacle, et c'est cette semaine que ça se déroule du côté du cégep de Sept-Îles. Pour nous en parler ce midi, on reçoit la technicienne en loisirs au cégep de Sept-Îles, Sarah-Michel Thériault. Bon midi, Sarah-Michel. Bon midi, Valérie. Jean, je pense qu'avant de rentrer là dans le vif du sujet, il y avait une autre belle activité en fin de semaine où vous êtes allé au cégep de Sept-Îles. C'était quoi? L'activité de sculpture sur neige? Oui, un concours intercollégial au cégep de Rivière-du-Loup, ben dans le fond, dans la ville de Rivière-du-Loup, de sculpture sur neige. Ils font ça chaque année, hein? C'est vraiment un concours des jeunes du collégial. Oui, je pense que c'est la 23e édition, si je ne m'abuse, et puis il y avait là, 16 équipes qui compétitionnaient de différents cégeps. Nous, le cégep de Sept-Îles, on avait 2 équipes de première et de deuxième année en arts visuels qui ont fait chacun une sculpture. Ils ont eu froid, mais ils ont fait de très belles sculptures. Ouais, parce que c'était pas chaud en fin de semaine, hein, vraiment. Il y a toujours plein de talents en art visuel au cégep de Sept-Îles. Oui. Puis la sculpture sur neige, c'est une belle occasion de l'exprimer, ce talent-là. Tout à fait. Donc, une belle œuvre qui s'appelait Chinanu et l'autre, Ça pèse lourd. Alors, les photos vont sûrement circuler sur les médias sociaux. Vous irez voir. Ben oui. Et là, ce qui nous attend ce mercredi, c'est Cégep en spectacle, la finale locale. 6 numéros qui seront présentés mercredi. Oui, tout à fait. On aura droit. C'est sûr que c'est les arts de la scène, donc ça peut être très varié. Cette année, on a du chant.
on a de la musique et on a de la danse. Ouais, c'est toujours des numéros qui sont jugés par on essaie des gens qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine des arts et qui sont de chez nous. Est-ce que c'est stressant pour ces jeunes-là d'être jugés comme ça sur leur performance? Je crois que oui, mais je crois que il y a des étudiants qui le font vraiment pour le plaisir de la scène et qui sont contents qu'il y ait un juge, sont contents d'avoir des commentaires, puis des fois c'est très secondaire. Pour eux, c'est vraiment juste de vivre un moment sur la scène. Il y en a pour qui c'est un stress très difficile à gérer. Moi, j'applaudis surtout ceux qui sont seuls sur la scène. Il y en a quand même plusieurs cette année. Là, moi, ça, je les applaudis parce que c'est pas facile. Faut avoir beaucoup de gars. Effectivement, 4 sur 6 qui seront seuls sur scène mercredi. Oui. Quand même bien. À quoi on s'attend là? Parce que Cégep en spectacle, c'est très, très large. Là. Ça peut être du théâtre, de l'humour, du chant, de la danse, peu importe. On s'attend à quoi mercredi? Ben en fait, on va avoir beaucoup d'interprétations. Donc, on avait moins des âmes créatives cette année. Beaucoup d'interprétations musicales de vieux classiques québécois là, qui intéressent les étudiants. On va quand même avoir une chanteuse a cappella. Donc ça, c'est quand même un beau défi. Et aussi, on va avoir une fille qui nous a créé une chorégraphie de danse et un étudiant Inou qui a écrit ses textes en français parce que ça priorise le français. On doit écrire en français pour Cégep en spectacle. Donc, il les a mis en français, qui va nous jouer ses créations. Donc, c'est la 2e année qu'il est avec nous. Alors, ce sera un beau mélange de tout ça. Peut-être pour chanter en langue inou, il y aurait une dérogation. Pour en anglais, il donnerait pas de dérogation. Non, mais en c'est inou, ça. on sait jamais. Mais j'y pense d'amener le point. Je pense effectivement que ce serait une bonne idée. Ben, tout à fait. Cégep en spectacle, c'est des jeunes qui performent sur scène, mais c'est aussi comme son pendant au secondaire, là, c'est tout ce qu'il y a alentour aussi, hein, c'est de monter ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'impliquent hors de la scène à Cégep en spectacle? Ben j'ai quand même quelques bénévoles effectivement, puis ça leur fait aussi découvrir justement le côté de la scène qui est hors scène. Donc j'ai des étudiants qui vont s'occuper de la technique avec notre technicien Michel. J'ai des étudiants qui vont être autant bénévoles à la porte. J'ai des gens qui vont être plus techniciens de scène, donc pour enlever les choses et tout ça, aider les musiciens. Alors oui, c'est le fun de voir. J'en ai tout le temps environ 6-7 étudiants qui vont s'impliquer. Puis l'animation aussi, ben c'est sur la scène, mais tu sais c'est pas dans le concours. Alors c'est le fun de voir que il y a autant de gens qui sont impliqués dans Cégep en spectacle. Quand même des gros prix, hein. Je regardais ça dans le communiqué de presse. J'étais comme OK, 500$ de bourse d'attraction radio pour le numéro gagnant. Coup de cœur du jury qui reçoit un 200$ en chèque cadeau. Je pense que c'est quelque chose. Ben oui, puis en plus ceux qui auront la bourse de 500$, la première position aura la chance de se rendre à Alma, à la régionale de Cégep en spectacle pour représenter le Cégep de Sept-Îles. Fait que c'est aussi un beau prix quand même de pouvoir partir soit seul ou avec ta gang de ton groupe là pour aller représenter le Cégep puis triper. Puis oui, c'est une compétition, mais souvent il y a tellement une belle chimie qui se crée entre les cégeps de l'Est, hein, qui est notre région. Donc c'est une belle fin de semaine avec des beaux souvenirs. Mm-hmm. Les critères là pour ça doit être probablement propre à chaque juge là, de voir un peu qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qui les interpelle, mais il doit quand même avoir des critères de base là pour les numéros. Oui, c'est sûr, il y a l'originalité, le contenu, puis en fait vraiment le talent. Donc ça les juges ils doivent se fier là-dessus, mais effectivement on s'entend, les juges ils vont aussi avec leur coup de cœur, puis c'est pour ça aussi qu'on essaie d'avoir des juges, tu sais on a un juge qui est vraiment qui a déjà été qui est professeur de chant, on a un juge qui est compositeur interprète, puis on a une juge qui fait de la danse, qui est prof de danse, donc tu sais comme ça peut juger un peu, puis ils peuvent donner tu sais des points sur chacun des numéros. Donc comme ça, on se dit que qu'ils auront un juste choix de fait. Ouais, puis c'est important de dire aussi que le public est invité à venir voir Cégep en spectacle. C'est pas que les étudiants, c'est pas que les parents, la famille, les amis de ceux qui performent. On peut tous y aller, là. Effectivement, on veut vraiment là que les Nord-Côtiers soient présents pour encourager cette relève. Puis moi, j'aime bien justement voir qu'il y a des choses qui continuent après Cégep en spectacle, comme par exemple la deuxième partie est assurée par le groupe Débranché, qui est Roxane Bouchard et David Reed, qui se sont connus à Cégep en spectacle et qui ont comme créé ce duo-là. Donc de voir que ça perdure après Cégep en spectacle, ça c'est un beau cadeau pour nous. Donc ce sera la deuxième partie. Eux ne sont pas dans la compétition, donc c'est pendant que les juges délibèrent. Oui. Donc ça donne toujours des belles soirées. Moi j'aime ça, aller voir les jeunes performer, que ce soit secondaire en spectacle, Cégep en spectacle, c'est toujours le fun.
Je pense que l'événement Cégep en spectacle est arrivé avant, hein? Ça existe depuis quoi? Plus de 30 ans. Moi, ça n'existait pas quand j'étais au Cégep, mais il y avait des choses comparables, là. On appelait ça le printemps des Cégeps, entre autres. Ah oui, en fait, nous, on est bientôt à la 40e pour ce qui est du Québec en entier, mais au Cégep de Sept-Îles, je pense que c'est la 33e édition, si je me souviens bien, mais on est à la 39e pour ce qui est du Québec en entier. Fait que oui, c'est une institution dans nos cégeps, le Cégep en spectacle. Ah oui, c'est plus vieux que secondaire en spectacle. Oui, je pense que oui, effectivement. Sarah Michel, juste en terminant, les loisirs, ils se portent vraiment bien au Cégep de Sept-Îles. Je trouve que c'est vraiment un Cégep qui est ultra dynamique. Oui, on est vraiment chanceux. On a des étudiants qui embarquent. On a aussi un service aux étudiants très dynamique qui accepte d'offrir une vaste variété d'activités. On est très chanceux, que ce soit au sport, au culturel et tout ça. Je pense que les étudiants peuvent aller à leurs cours, mais peuvent aussi s'épanouir à l'extérieur des cours avec nos activités. Puis ça, c'est très important. Ouais, il y a du théâtre là qui s'en vient. J'entendais parler de tout ça, un intercollégial de théâtre où vous allez aller. Il y a un ancien animateur en loisirs qui fait des grimaces là dans la porte. Là, justement, un ancien du Cégep aussi là, qui s'en vient. Pierre Gilbert, il a toujours hâte de venir parler au micro. C'est pour ça, il est toujours impatient. Voilà. Mais bref, on vous souhaite un bon Cégep en spectacle mercredi. On invite tout le monde à aller faire un tour. C'est à quelle heure déjà? 20h au coût de 8 $. Alors, ça vaut la peine de venir encourager les étudiants. Et voilà, Sarah Michel Thériault, technicienne en loisirs du côté du Cégep de Sept-Îles. Merci beaucoup pour ton temps de ce midi. Merci beaucoup, Valérie. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Central Pie Groupe Select Sept-Îles. Chez Walmart, le prix le plus bas est ce qui compte. C'est pourquoi les boîtes de soupe Aylmer de saveurs variées sont seulement 25 cents chacune. Walmart, économisez plus, vivez mieux. Soyez prêts pour le nouveau club à la Tim. Mordez à belles dents dans notre dinde assaisonnée rôtie 100% canadienne. Le genre à vous faire rouler 10 km dans une tempête. 5 tranches de bacon alléchant qui vous feront nager en plein bonheur. Et notre nouveau pain rustique doré qui vous amènera au 7e ciel. Même si d'habitude vous avez peur des hauteurs. Voici le sandwich que votre lunch mérite. Le nouveau club à la Tim. Savourez un lunch sans pareil dans les restaurants Tim Hortons participants. Du lundi au vendredi à 9h40 et 15h15, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une chronique consacrée aux organismes à but non lucratif. Au service de la communauté depuis plus de 25 ans, Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par les gens de chez nous. En bref, chez nous, à 9h40 et 15h15, présenté par Aluminerie Alouette. Attitude. Il y a un tournoi de hockey pour adultes qui s'en vient dans les arénas de Sept-Îles et le changement cette année, c'est que l'ancien tournoi Carl Dykhouse est au profit de l'organisation Omnisport. Pour nous en parler, la directrice d'Omnisport est avec nous, Marie Tremblay, de même que Pierre Gilbert qui doit être à quelque part impliqué. C'est un tournoi de hockey, donc sûrement qui est pas loin derrière dans l'organisation. Bonjour. Bonjour, bonjour. Marie Tremblay, donc Omnisport reprend un peu ce tournoi-là là, qu'on appelait Carl Dykhouse. Le monde se souvient bien de Roger Lévesque qui l'a organisé, quoi. Il y en a eu 28, 30 éditions comme faut, hein? Ah oui, on peut dire 25, c'est sûr. Ouais. Il a fêté ses 25 ans, ça c'est sûr et certain. Et là, on l'appelle comment, là? Il devient, le tournoi Carl Dykhouse devient le tournoi Omnisport. On va l'appeler comme ça. Oui, tournoi de hockey Omnisport, exactement. C'est nordique. Équipement nordique. Donc, c'est dans la prochaine fin de semaine. Là, c'est pas trop tard pour s'inscrire. Hein? Si on veut ajouter une équipe, là, on peut le faire d'ici demain, d'ici mercredi, problème. Quoi? Jusqu'au 8. Jusqu'au 8? Jusqu'au 8 février, sans problème. Là, on est le 5. Ça nous donne jusqu'à mercredi. Pourquoi ce changement-là, là? Roger, bon, il a pris un peu sa retraite, là, comme promoteur, là, à l'Arena. Il organisait quelques événements par année, essayait toutes sortes de choses, des salons industriels, entre autres. Il est un peu à la retraite comme promoteur, là. Ouais, il a décidé, je pense, d'aller passer l'hiver au chaud. Alors, on a eu la chance qu'il nous l'offre, le tournoi. C'est un peu sur un plateau d'argent. Alors, en parlant à mon comité exécutif, ils ont accepté qu'on prenne ce tournoi-là, qu'on relève le défi afin d'amener plus de profit à nos organismes, à nos 18 organismes. Ouais, en même temps, on se le cache pas, chez Omnisport, ça donne bien, quoi. On n'est pas dans les meilleures années non plus, là, au profit des organismes. Faut bien le rappeler, ce sont vraiment des organismes pour les jeunes, de sport et de loisirs pour nos jeunes. En bas de 18 ans, c'est sûr que comme partout ailleurs, les temps sont plus difficiles, mais on essaie de faire de notre mieux.
Pas parce que les temps sont plus difficiles qu'on arrête de faire des choses. Au contraire, on essaie d'ouvrir nos horizons afin de faire d'autres événements pour amener plus d'argent à nos organismes toujours. En même temps, les mœurs changent à Sept-Îles comme ailleurs. Vous avez encore la meilleure poutine en ville, mais malheureusement, le monde n'a plus les mêmes habitudes qu'avant. Hein? C'est peut-être ce qui a entraîné une diminution de revenus. Entre autres, les bonbons aux centres sociaux, là, c'était populaire quand mes enfants étaient jeunes. On allait chercher des bonbons aux centres sociaux. Mais à ce temps, c'est les distributrices qui sont à la mode. Hein? Oui, ben c'est ça. Mais pendant le Ferro, je peux vous dire qu'il y en a qui se sont rattrapés. Oui. Et les poutines aussi sont toujours aussi populaires. Faut pas s'en cacher. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oui. Mais 18 organismes qui profitent de vos profits, ça, c'est l'entente un peu avec la ville. Quoi, ça fait que mon Dieu, ça a une quarantaine d'années, Omnisport, ça a de l'âge, hein, depuis monsieur, 1974. Yvon Lehoux qui a fondé ça, là, ça fait quand même, 74? Ouais. Donc, plus de 40 ans. Oui, plus de 40 ans que ça fonctionne, et puis on va essayer de perdurer le tout. Oui. C'est le même principe depuis le début. Finalement, c'est une entente avec la ville. Les bâtiments de la ville, c'est vous autres qui vendez ce qu'il y a dedans. Exactement. Qui opérez les cantines, on opère les cantines dans la ville, et on essaie de donner aux petits organismes de la ville, plutôt que ce soit la ville qui doit gérer les petites subventions, c'est nous qui s'organisent à leur donner de l'argent tous les années. Ouais. Il y a des saisons plus mortes, mais l'été, c'est quand même aussi une bonne saison, même si on n'a pas les arénas, si on va moins souvent à la bibliothèque pas aux centres sociaux. Il y a tout ce qu'il y a au parc du Vieux-Quai, là, la cantine qui est là-bas. Où il y a quand même des on a événements gardé la même recette, même recette pour la poutine au parc du Vieux-Quai. Là, pour parler du tournoi en fin de semaine, Pierre, on a-tu la même stratégie que Roger Lévesque? Quoi, les catégories, là, on va participation, village, compétition, comment est-ce qu'on marche, là? Oui, bon, c'est sûr qu'on a gardé la même formule, si on veut, là, la classe open, intermédiaire, participation et récréation. Alors, on s'enligne pour en tête, on a une vingtaine d'équipes qui sont enregistrées, là. Je ne l'ai pas par catégorie, mais on a une vingtaine d'enregistrés. Bon. C'est sûr que pour nous, le défi le plus important, c'est qu'on espère avoir une bonne collaboration des responsables d'équipe, parce que c'est eux autres qui font les équipes, puis des fois, il y en a toujours des petits comiques qui essayent d'en passer une vite aux gens en faisant des équipes un peu plus fortes que la catégorie devrait l'être. On va espérer qu'on n'aura pas trop de problèmes là-dessus, parce que nous, comme on dit, c'est notre première expérience. On a quand même des gens autour de nous autres qui vont nous donner un coup de main, mais on espère que les gens vont aussi collaborer, là. Par contre, il y a des mœurs, hein, dans les organisations sportives au hockey à cette île, là. Les dates sont connues d'avance. On a gardé la même fin de semaine pas mal, là. On est proche de la Saint-Valentin. Oh, oui, on se donnera des becs ou on s'offrira des poutines pour la Saint-Valentin en fin de semaine. C'est ça, donc, c'est du 15 au 18. Le coût d'inscription, c'est 400 $ par équipe. Nous, on garantit 3 voûtes par équipe, là, peu importe la catégorie. Et on donnera 10 000 $ en bourse, là, qui va être réparti dans les différentes catégories. Alors, on espère que ça va susciter l'intérêt pour les équipes du secteur Est, si on veut. Puis, il y a un point qui est important, là, que je pense qu'il faut mentionner. C'est au niveau de la protection faciale. On sait que nous, là, on va, je sais pas les autres années, je ne sais pas exactement, mais nous, on va être rigide là-dessus. Parce que le règlement qui dit que tout joueur doit avoir cache-cou, visière complète, etc. Dans le fond, c'est pas le règlement de l'Arena, c'est le règlement de la Régie des sports. Ouais. Alors nous, puis on a déjà eu des formations qui nous disent qu'il y a déjà des joueurs qui ont, qui ont été en poursuite contre des tournois ou des villes, qui avaient accepté, même en signant un papier comme de quoi, qui se dérogeaient de ça, mais l'histoire dit que ça fonctionne pas, que ça n'a pas de valeur. Alors, c'est sûr que les joueurs doivent s'enligner en conséquence en mode semaine, là. Mais, malgré qu'en ville, là, tout le monde joue pratiquement avec des visières complètes, là. Alors, ça ne devrait pas trop être un problème, là, pour l'ensemble des joueurs. Sinon, il est loin d'être trop tard, là. C'est pas en fin de semaine qui vient, c'est l'autre fin de semaine. On s'inscrit d'ici jeudi. Il est loin d'être trop tard pour s'organiser une équipe. Pour ce qui est de l'éligibilité, quoi, d'habitude, c'est assez lousse, ce tournoi-là. Là, on n'est pas pris avec une fédération. On peut être des joueurs qui sont pas nécessairement dans une ligue régulière aussi, là. Non, mais nous, ce qu'on surveille, c'est, mettons que, dans une classe X, tu n'as pas le droit d'avoir plus que tant de joueurs qui ont joué un calibre plus fort, là, pour garder un certain équilibre dans la classe en question. Alors, c'est là-dessus surtout qu'il faut être vigilant le plus possible, malgré qu'on échappe toujours, là. Mais c'est surtout là-dessus
qu'il faut être vigilant. Là, à 20 équipes, on a déjà un beau tournoi. C'est pas mal la Côte-Nord qui est représentée. Ça a toujours été pas mal régional, là, dans le cas, en tout cas, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles. Quelques-unes de Bécomo, je pense. Je sais pas si on a de rentrée, oui. Alors, ça devrait se situer dans ces eaux-là. Et puis bon, je pense que ça fait en même temps. C'est sûr que c'est différent pour nous d'organiser un tournoi pour les jeunes, là. Mais ça reste que c'est un autre aspect intéressant pour moi, là. C'est une des rares fois que je vais m'occuper d'un tournoi adulte, ouais. Et puis, quand je te dire, là, on a le sport aussi, la ville de Sept-Îles, les gros commanditaires, là, comme je te disais tantôt, équipement nordique, la caisse populaire. On va utiliser les 2 arénas, ouais? Effectivement, oui. Les 2 arénas jusqu'à temps qu'on puisse diminuer à une, là, le dimanche, malgré que, dépendamment surtout quand on va au jeu de garantie, ça va quand même faire pas mal de parties. Ouais. Alors, ça va être intéressant là-dessus. Et pour les organismes, ce qui est intéressant pour nous, c'est que, à l'entrée au guichet, tout ça, c'est tous des organismes qui sont prêts à nous donner un coup de main. Alors, nous, on sait que l'argent, on leur donne, mais ceux-là qui vont nous aider, on va leur en donner un petit peu plus pour les inciter, là, à venir nous donner un coup de main, là, durant le tournoi. Ouais, il faut bien comprendre là qu'on le fait pour Omnisport. On n'a pas nécessairement les mêmes habitudes que Roger Lévesque avait, parce qu'il y avait des bourses assez élevées là-dedans. Là, c'était un petit peu ce qui attirait certaines équipes, mais là on le fait un peu pour notre organisation, pour nos jeunes finalement. Oui, c'est sûr. Comme on dit nous, là, on est tous des bénévoles, donc l'argent qu'on va faire va aller à Omnisport pour être distribué là, éventuellement pour l'ensemble des organismes là, durant l'année. Bon. D'après ce que tu peux voir, il va y avoir du beau hockey cette fin de semaine-là à l'Arena. Ça nous manque du bon hockey senior, là, des adultes, un bon match compétitif, là, à Sept-Îles. Peut-être l'occasion. Il y a la classique aussi au printemps, là, la classique du printemps, qui est peut-être plus compétitive avec des équipes d'extérieur de la Côte-Nord. Mais là, dans ce tournoi-là, il va y avoir des bons joueurs, là. Oui, d'habitude, la classe intermédiaire, je sais pas pour Open actuellement, là, mais intermédiaire, souvent, c'est des bons gars de Sept-Îles qui ont joué là, quand même un bon hockey, qui se regroupent dans différentes équipes. Fait que ça nous permet en même temps de revoir ces joueurs-là qu'on a vu jouer là, il y a quelques années, puis qui ont encore un bon sens du jeu puis un bon patin, alors ça devient intéressant pour les gens. Là. Bon, on va se souhaiter un bon tournoi Omnisport. J'imagine que c'est la première édition et pas la dernière. On implante ça pour des années à venir. Espérons que ce sera le début de belle continuité là, pour ce tournoi-là. Ouais. Puis en même temps, le début d'un temps nouveau pour Omnisport, là, toujours à la recherche d'idées nouvelles pour aller chercher de l'argent pour nos jeunes. On le rappelle, hein, c'est 18 organismes. C'est pas juste des groupes de sport. Il y a aussi l'école de musique puis des organismes culturels là-dedans. Effectivement. Bonjour, merci beaucoup Pierre Gilbert, Marie Tremblay d'être venue nous parler du tournoi Omnisport à Côte-Nord Attitude. Merci. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. Que diriez-vous de célébrer la Saint-Valentin en grand cette année? Courez la chance de passer une soirée inoubliable ce samedi 17 février, comprenant un souper VIP pour 2 personnes au restaurant Le Fin Renard avec transport en limousine, un certificat cadeau de 200 $ à la clinique d'optométrie Les Mérillons, un panier cadeau d'une valeur de 100 $ de Dans un jardin, des certificats cadeaux de 100 $ chacun chez Beauté Divine, le Paradis de l'Auto et le rayon des cosmétiques chez Jean Coutu, ainsi que des certificats cadeaux d'une valeur de 50 $ chacun au Resto Bar L'Ambiance, la Mercerie Armand Charrette, le Docteur du Pare-Brise, le restaurant L'Oriental du Nord et la boutique pour animaux La Griffe, un livre de la librairie Côte-Nord ainsi qu'un bouquet de fleurs de chez Raymond Fleuriste. Vous terminerez ensuite votre soirée de rêve en passant la nuit dans une magnifique chambre au Château Arnaud. Pour participer, faites une déclaration d'amour à votre conjoint ou votre conjointe et envoyez-la nous par message privé Facebook en incluant votre numéro de téléphone ou attendez le signal de l'animateur pour nous appeler et la faire directement sur nos ondes. Le gagnant sera dévoilé vendredi le 16 février à 17h dans le party du vendredi. Vivez la plus belle des Saint-Valentin grâce à votre 94.1 Pur FM. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. 2 sujets à la nouvelle d'intérêt, 2 sujets dans le domaine des mines. À part ça, on revient sur Mine Arnaud. Il y a quand même quelques nouvelles informations. Steve Chappado, bonjour. Bonjour, Jean. On va parler aussi du prix du fer en deuxième partie. Les nouvelles sont bonnes aussi pour le prix du fer. Puis ça, on le sait que c'est toujours intéressant pour l'économie de Sept-Îles et Port-Cartier quand le prix du fer s'annonce bon sur les marchés mondiaux. Mais Mine Arnaud, d'abord, Steve, il y en était un petit peu question dans l'actualité la semaine dernière.
dans le fond, le démarchage, même si on a annoncé qu'on mettait un petit peu le projet sur la glace, reste ouvert. Là, on regarde toutes les opportunités. Moi, je pense que le projet est toujours d'actualité, toujours vivant, Jean, parce que, tu sais, au mois de septembre dernier, Investissement Québec avait annoncé justement le désistement d'un 3e partenaire. Un partenaire qui se voulait un partenaire opérateur, mais finalement, n'avait pas réussi à se financer, n'a pas réussi à se trouver un banquier pour financer un projet de l'envergure de Minarno qui, en passant dans le jargon, est un greenfield, hein? Donc c'est l'exploitation, la mise en valeur d'une mine à partir de faut déblayer, faut tout faire à partir de zéro. Donc on sait que les fonds recherchés pour ça sont un peu plus difficiles. Surtout lorsqu'on regarde la qualité de l'investisseur, parce que ça, pour être un banquier, la première qualité d'un projet, c'est la qualité des actionnaires. Puis là-dessus, justement, le Minarno veut justement amener dans son projet un investisseur qui est davantage stratégique. Donc, ils doivent posséder certaines qualités essentielles pour justement assurer le succès du projet, pas seulement à court terme. C'est pas, oui, on en veut un démarrage, mais c'est pas, on veut un démarrage qui est durable dans le temps. Et Investissement Québec, qui est un partenaire d'un autre projet en Gaspésie qu'on connaît bien, la cimenterie Méganis. Moi, je suis sûr et certain que Investissement Québec ne veut pas répéter l'erreur qui s'est passée avec ce projet-là, avec la présence notamment de la famille Bombardier. Hein, on sait que ce sont des investisseurs, c'est beaucoup plus une famille qui avait de l'argent à investir, qui voulait avoir un rendement sur son investissement, mais ne connaissait pas le marché du ciment, n'avait pas justement. Eux autres, ils veulent plus de l'expérience justement dans les produits récréatifs, dans l'aviation, mais quand on arrive dans un marché comme le ciment, on a vu que les problèmes dès le départ avec le projet de construction, la famille Bombardier s'est fait carrément tasser par la Caisse de dépôt de placement, par un autre investisseur américain, Blackstone, pour justement dire, nous, on prend le contrôle du projet. Et lorsqu'on regarde, on peut comprendre les motivations d'Investissement Québec pour dire, mais finalement, nous, ce qu'on veut, on veut peut-être prendre un peu plus de temps, mais d'emmener vraiment un investisseur vraiment stratégique qui connaît bien le marché du phosphate, qui a peut-être une possibilité d'intégration verticale aussi. L'exemple d'Arcelor, on sait qu'Arcelor est un aciériste, mais qui possède une mine. Est-ce qu'on peut penser justement à un transformateur de phosphate? C'est une stratégie différente, finalement, si je comprends bien. Là. Contrairement à Champion, là où on allait vraiment chercher des fonds, donc on associait des BMO, Banque nationale, Mouvement des jardins de ce monde au projet. On cherchait des capitaux. Là, dans le cas de Minarno, on cherche un opérateur aussi. On cherche quelqu'un qui a de l'expertise. Bien, effectivement, parce qu'on veut le succès à long terme, donc quelqu'un qui a une perspective à long terme du marché. Donc, pas juste un rendement à court terme pour pouvoir faire du rendement pour joindre ses propres intérêts financiers, mais également assurer le succès à long terme qui voit dans cet actif-là, justement, qui possède beaucoup d'actifs, beaucoup d'avantages à long terme. Exemple, la pureté du minerai fait en sorte que au niveau de l'Europe, on sait qu'on s'en vient avec des conditions beaucoup plus sévères au niveau environnemental. On sait que le phosphore qui est produit, notamment au Maroc, contient du contaminant. Et ça fait en sorte qu'un gisement comme Minarno, lui, a peut-être ses avantages à long terme. Peut-être que le prix à court terme n'est pas au rendez-vous encore actuel, sauf que ça, c'est encore le prix avec la valeur de base. Hein? On se réfère au prix du fer. Oui, le phosphore, le prix de base du phosphore est peut-être un peu plus bas qu'anticipé, mais la prime due justement à la pureté du minerai du phosphore qu'on retrouve ici chez Minarno, mais procure des avantages à long terme, là, indéniables. Donc, le projet reste actif. Maintenant, pour ce qui est du marché du fer, il y en a plein de projets qui restent actifs dans la fosse du Labrador. Et quand le prix du fer se redresse, des fois, on voit émerger justement là des nouveaux projets qui dormaient un petit peu depuis quelques années, qui redeviennent rentables pour d'éventuels investisseurs. Ça risque d'arriver parce que les perspectives sont bonnes pour le prix du fer. On s'attendait que 2017 soit pas aussi bonne qu'elle l'a été. Finalement, oui, ça a baissé un petit peu en bas de 50 $ la tonne, mais pas longtemps. Ça s'est maintenu plus au-dessus de 70. Là, ce qu'on entrevoit, c'est dans les 85 $ US la tonne, hein, ce qui pourrait arriver assez rapidement, quoi. Bien, effectivement, c'est que la semaine dernière, la banque américaine Goldman Sachs a produit une étude justement sur ses perspectives, ses prévisions sur l'évolution à court terme du marché du fer. Donc, c'est d'ici les 3 prochains mois. Et justement, ont relevé leurs prévisions. Eux aussi, cet automne, prévoyaient peut-être un minerai beaucoup plus vers les 55 $. Mais la semaine dernière, devant la croissance de l'activité économique au niveau mondial, notamment au niveau de la Chine, qui veut reprendre, on parle beaucoup plus d'un minerai, tu l'as mentionné, aux environs de 85 $ la tonne.
Bon. Donc, on sait qu'il y a un impact. Tu le mentionnais, Jean, il y a beaucoup de projets pour nous ici qui nous touchent ici à Sept-Îles, qui fait en sorte qu'un prix intéressant, 85 $, on parle du 62%. Si on rajoute une prime de 20 à 25 $ pour du 65 à 66%, mais là, on commence à jaser. Là. Un projet comme Lac Bloom, là, on parle d'un prix de 105 à 110 $ US la tonne. Donc, on peut les comprendre, quand je jasais avec David Cutterford il y a quelques semaines, on peut les comprendre de vouloir mettre le pied sur l'accélérateur pour redémarrer les activités au Lac Bloom le plus rapidement possible. Ce que j'ai entendu aussi, une autre de mes sources me mentionne qu'apparemment qu'ils planchent déjà pour la deuxième phase. Donc, la première phase est prévue pour un 7 millions de tonnes, mais de relancer le deuxième concentrateur, la deuxième ligne de production au niveau du Lac Bloom serait dans les cartons de Champion. Donc, on parlerait d'un projet peut-être d'un 14 à 15 millions de tonnes. Ah ben. Donc, ça serait justement là vraiment qu'on parle de relance de la Pointe-Noire ici à Sept-Îles. Avec Takora, qu'on en jasait aussi il y a 2 semaines. Tu mentionnais Alderon. Même pour Arcelor, on parlait d'éventuellement là maximiser l'actif qu'on a à l'usine de bouletage aussi à Port-Cartier, là, produire davantage avec 2 lignes qu'on a actuellement. Alderon aussi. Donc, tous ces projets-là pourraient éventuellement émerger ou en tout cas devenir intéressants. Puis un scénario sérieux ici, Jean, pour la Pointe-Noire, l'usine de bouletage. On parle d'un projet très sérieux qui consisterait à carrément mettre à terre l'usine actuelle pour rebâtir une nouvelle usine de bouletage pour un projet d'1,2 milliard. On reste à l'affût là-dessus. Je veux vous emmener des informations peut-être un peu plus documentées là-dessus. Mais ça serait un projet qui serait vraiment dans les cartons de la SFP actuellement. Bon, ben ça, c'est très intéressant. Tu nous as dit quoi? Goldman Sachs, la compagnie, c'est une banque américaine. Banque américaine, oui. Donc, c'est une étude sérieuse, là. On se trompe pas, là. Il devrait en avoir d'autres, peut-être, dans les prochaines semaines, quoi, comme ça? Ben, c'est ça. C'est qu'eux, ils mettent à jour régulièrement leurs prévisions. Eux autres, ils ont beaucoup de clients qui sont dans le secteur minier. Donc, eux, ils ont un intérêt, justement, à produire des nouvelles qui concerne ce secteur-là. Et l'étude que je vous fais fonction, mais provient de Bloomberg, qui est une autre compagnie américaine là, qui sont spécialisés dans l'information financière. Donc, on voit que c'est des acteurs qui sont quand même assez solides là, qui nous amènent ces prévisions-là. Eh bien, très encourageant. Quand on le sait, hein, le prix du fer s'améliore sur les marchés mondiaux. C'est toujours bon pour le port de Sept-Îles, pour la fosse du Labrador, pour les emplois chez nous, finalement. Tout à fait. Steve Chappado, un gros merci pour ces informations intéressantes à notre chronique La Nouvelle d'intérêt. On aurait dû la mettre au pluriel aujourd'hui, la chronique. Merci Les nouvelles d'intérêt. Merci à vous. La Nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie des Jardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. 13h, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Côte-Nord Attitude ce midi. Jean, après un avant-midi bien chargé, probablement que tu as déjà une bonne idée de ce qui nous attend demain midi. Hein? Ben oui, moi je m'en vais enregistrer une entrevue avec la ministre Véronique Tremblay, ministre déléguée au transport. C'est elle qui dirigeait là le sommet sur le transport aérien régional, les transports aériens en région, donc qui a eu lieu vendredi. On aura aussi demain la réaction de la députée Lorraine Richard sur tout ce qui a été annoncé. 8 mesures annoncées par Québec qui vont se confirmer dans le budget. Nous, on vous souhaite un très bel après-midi. Merci d'avoir été là et on vous donne rendez-vous demain. Bye.